type de dirigeants politiques. Et toi, tu penses qu'il y a un lien clair qui est fait entre parler des réparations, donc quand Aristide remet ce sujet sur la table au début des années 2000 et le coup d'État, ou tu penses que Oui, oui, il y a ce un lien. lien, il est clair? Bien sûr, la situation 2003-2004 était une situation complexe. Il y avait une crise politique sévère. Les mouvements sociaux étaient en train de dénoncer beaucoup de dérives du gouvernement d'Aristide, etc. Mais il y aura une instrumentalisation de ce mouvement par les forces oligarchiques et l'impérialisme américain. Et là, il faut citer deux événements importants. Non seulement il y a la demande de réparation de 2003, qui a beaucoup inquiété la France. D'ailleurs, ils ont nommé une commission spéciale et ils ont envoyé Régis Debray en Haïti et qui a produit un rapport qui est un peu, disons, l'annonce du montage institutionnel qui va être fait avec l'opération de la MINUSTAH. C'est un rapport très important qu'il faudra lire parce que, en réponse justement à cette demande de réparation, et Régis Debray et d'autres vont produire tout un verbiage justifiant, n'est-ce pas, ce qu'ils appellent la co-souveraineté, etc. Donc, il y a le fait qu'effectivement la France était très inquiète de l'impact que cette demande de réparation pouvait avoir, par exemple, sur les pays africains. Donc, ça aurait pu faire boule de neige et mettre en place de nouveaux processus de réclamation. Et c'est sûr qu'ils avaient tout intérêt à étouffer cette demande de restitution et réparation. Mais il y a aussi un autre événement tout à fait important, parce que janvier 2004, c'est aussi les 200 ans de la proclamation de la République haïtienne. Donc, il fallait créer une ambiance qui empêche une commémoration de cet événement à la hauteur de la dimension et des impacts que la libération des esclaves en Haïti a eu sur le système mondial. Et donc, à cause de la crise, la commémoration s'est passée dans des conditions tout à fait limitées. Deux chefs d'État se sont déplacés seulement. C'est Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud et le Premier ministre de la Barbade. Donc, c'est une commémoration qui a eu lieu dans des conditions presque confidentielles, alors que c'est un événement qui méritait, bien sûr, d'être célébré par les peuples du monde entier comme un moment très important dans l'histoire des émancipations. Et il faut rappeler aussi que pendant l'occupation, donc, pendant la période de 2004, il y a eu deux occupations. Il y a eu une première occupation militaire parce qu'ils ont appelé des forces multinationales intérimaires, FMI. C'est assez comique le rapprochement avec FMI. Et les forces multinationales intérimaires étaient constituées des troupes des États-Unis, de la France, du Canada et du Chili. Et dans la répartition géographique, la France a réclamé le contrôle de la zone du nord d'Haïti. Et la zone du nord d'Haïti, c'est l'endroit où s'est produite la défaite décisive de l'armée française à Vertières en novembre 1803. Donc, 200 ans après, les troupes françaises reviennent et occupent le même territoire sur lequel elles ont subi cette défaite en 1803. Donc, il y a tout cet aspect symbolique aussi qui était en jeu. Et c'est évident que la demande de réparation d'Aristide a joué un rôle très important dans la collaboration très active, parce que la France a été l'un des gouvernements les plus actifs avec les États-Unis pour imposer une occupation militaire d'Haïti en 2004. Ok, merci Camille. Tout à l'heure, je voulais revenir, tout à l'heure, tu as parlé d'une chanson populaire haïtienne qui aborde le sujet de la dette. Et je voulais savoir si aujourd'hui, bon, on sait que le système éducatif en Haïti, il est largement sous-financé, notamment parce qu'il y a le remboursement toujours de cette dette qui fait que les financements ne sont pas mis dans les secteurs vitaux comme l'éducation. Et je voulais savoir si dans voilà, ce système scolaire, on enseignait cette histoire de la rançon de l'indépendance en Haïti, puisque comme je le disais en introduction, en France, il n'y a rien qui est mentionné dans les programmes scolaires sur cette injustice, sur cette dette odieuse imposée par la France. Donc ma question, c'est est-ce qu'on en parle encore, enfin, est-ce qu'on en parle aujourd'hui dans les manuels scolaires de cette rançon de l'indépendance? Pas du tout, pas du tout, très très peu. Et d'ailleurs, c'est l'un des combats que nous avons menés en 2015 à l'occasion du centenaire de l'invasion des troupes américaines
pour essayer justement de modifier l'enseignement de l'histoire en Haïti, parce que dans les manuels et le système d'enseignement, il y a très, très peu de place au XXe siècle en général. Hein? Okay. On s'arrête essentiellement sur le XIXe siècle, et un XIXe siècle qui est vu de façon très partielle. Il n'y a pas vraiment un enseignement sur la question de la dette de l'indépendance. Et là, sur la rançon de l'indépendance. Et là, effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire parce qu'il y a eu, entre le gouvernement de Pétion et le gouvernement de Christophe jusqu'à arriver au gouvernement de Boyer, la France a envoyé plusieurs missions pour essayer d'obtenir le paiement des indemnisations pour les esclavagistes. Et par exemple, le gouvernement de Pétion a repoussé cette demande. Il y a eu tout un débat parce que dans la demande française, on disait qu'il fallait indemniser les propriétaires d'esclaves et de plantations. Et l'un des arguments du gouvernement de Pétion, c'était de dire que quand la République haïtienne est proclamée en 1804, il n'y avait plus d'esclaves, puisque l'esclavage avait été déjà aboli depuis 1793. Donc, on ne peut pas demander une indemnisation aux propriétaires d'esclaves, puisque ça faisait quand même pas mal d'années qu'il n'y avait plus d'esclaves, n'est-ce pas? Ça, c'était l'une des réactions de Pétion, Alexandre Pétion. Et Henri Christophe, qui s'était proclamé roi dans le nord d'Haïti, quand il a reçu un émissaire français du nom de Médina, qui lui a demandé qu'en échange de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, qu'il fallait payer à la France, Henri Christophe a décidé d'exécuter Médina. Donc, Médina a été exécuté carrément, parce que Christophe estimait que c'était une demande tout à fait ahurissante. Et en plus que cet émissaire était arrivé en Haïti, pas en condition de diplomate, parce que le message officiel reçu par Henri Christophe ne s'adressait pas à Henri Christophe comme chef d'État. Il s'adressait à Henri Christophe comme un soldat de l'armée française. Donc, il y a les négociations avec Boyer. Et là aussi, c'est dans la réaction des secteurs conservateurs en Haïti, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, les 150 millions de francs n'ont pas été imposés. Le chiffre a été proposé par Boyer au cours des négociations. Et alors qu'en fait, pendant ces négociations, pendant que les émissaires français étaient au palais discutant avec Boyer et son gouvernement, ils avaient aligné devant la rade de Port-au-Prince 654 canons prêts à bombarder Port-au-Prince en cas de refus de Boyer de signer cette ordonnance de 1825. Et là, ceci rappelle un élément extrêmement important de l'histoire haïtienne, c'est qu'à la suite de l'indépendance, Dessalines avait jugé que la capitale d'Haïti devait être construite au centre du territoire et rompre avec le modèle de territoire où les nœuds sont constitués par les ports. Parce que l'architecture du territoire où ce sont les ports qui sont les villes les plus importantes, c'est l'architecture coloniale, parce que les ports, c'est l'endroit où on évacue, n'est-ce pas, les flux de richesses matérielles vers la métropole. Donc, et Dessalines avait décidé de construire la capitale d'Haïti dans un endroit qui s'appelle Marchand-Dessalines. Et il avait construit autour de Marchand-Dessalines 6 fortifications, un système de 6 fortifications. Donc, il avait recommandé la constitution de 39 fortifications au niveau d'Haïti, mais au niveau de la capitale Marchand-Dessalines, il y avait 6 fortifications qui rendaient cette ville pratiquement imprenable. Alors que Port-au-Prince, c'est une ville, justement, les bateaux de guerre peuvent arriver et pratiquement écraser la ville en quelques minutes. Donc, voilà, donc le fait que Boyer se soit réinstallé comme chef d'État et réinstallé la capitale d'Haïti à Port-au-Prince montre justement le triomphe de la contre-révolution et un État qui essaie de reproduire le modèle colonial dans d'autres conditions et qui n'est pas en rupture avec le modèle de l'extractivisme colonial.